Les eaux côtières en été sont des destinations de choix pour les touristes et les plongeurs, qui s'y rendent pour se détendre et profiter, que ce soit pendant des vacances ou simplement au quotidien. Cependant, toutes les destinations de vacances ne sont pas totalement sûres. En effet, il existe une variété de créatures marines capables de vous tuer d'un simple contact, d'arracher un membre entier ou de vous laisser des cicatrices à vie. Nous allons partager 3 des récits les plus terrifiants où des personnes ordinaires ont croisé des requins de toutes espèces dans leur environnement naturel, et aucun de ces récits ne se termine bien. Le premier récit concerne Max Enfield, un jeune plongeur de 14 ans qui s'est retrouvé face à face avec la plus grande terreur des océans, le grand requin blanc. Histoire 1. C'était une journée d'été chaude à Cape Town, en Afrique du Sud, et Max Enfield, un plongeur de 14 ans, se préparait avec enthousiasme à explorer les profondeurs de False Bay. Max avait découvert la plongée sous-marine grâce à son père, Marcin, lorsqu'il avait 10 ans, ce qui lui avait permis de développer une solide expérience dans l'eau. Son père l'accompagnait toujours, car c'était leur manière de tisser des liens et de passer du bon temps ensemble durant leur temps libre. Le jour où la carrière de plongeur de Max allait s'arrêter brutalement fut le 11 juin 2005, lorsqu'il se retrouverait dans les profondeurs de l'océan face à l'un des prédateurs les plus dangereux qu'on puisse imaginer. Un grand requin blanc. La journée de Max et de son père se passait plutôt bien. Max était en congé scolaire et le travail de son père se faisant plus léger, il avait davantage de temps libre. Ils décidèrent de se rendre à la plage vers 11 h et d'explorer la vie marine comme ils le faisaient toujours. Ils avaient une petite tradition. Chercher des coquillages uniques ou tout autre objet intéressant. Celui qui trouvait le plus beau coquillage était dispensé de cuisiner le dîner à leur retour. Max gagnait rarement, mais c'était l'expérience qui comptait et rendait chaque moment agréable. En approchant de leur point de rendez-vous habituel, ils aperçurent un groupe de plongeurs novices qui se préparaient pour leur premier cours. Ils semblaient amicaux, alors le père de Max leur demanda s'ils pouvaient se joindre à leur classe et leur offrir quelques conseils pour profiter pleinement de la plongée. Les plongeurs novices, visiblement plus à l'aise, acceptèrent volontiers l'offre et les 2 instructeurs furent ravis de leur proposer une place. Ils se présentèrent et les aidèrent à charger l'équipement sur le bateau. L'atmosphère était agréable et ils prenaient plaisir à passer du temps avec d'autres plongeurs. Ils prenaient le bateau pour se rendre à Seal Island afin d'observer une faune unique. Ils étaient 7, y compris Max et son père, et tout semblait bien se dérouler. Max et Marcin plongèrent en premier pour démontrer aux autres ce qu'il fallait faire, puis ils s'éloignèrent pour explorer tandis que les instructeurs donnaient leurs cours. Le duo était expérimenté bien sûr, mais il n'était pas nécessaire que tous soient présents pour aider les débutants, car ils profitèrent de ces plongées chaque semaine et chaque plongée restait aussi impressionnante que la première. Max scrutait l'océan, déterminé à trouver quelque chose d'impressionnant à montrer à son père. Son regard attentif parcourait avec minutie le fond marin, c'est alors qu'il aperçut un objet brillant qui semblait être sa meilleure trouvaille de tous les temps. Il pointa le fond pour avertir Marcin de l'endroit où il se rendait et son père lui fit un signe de la main en guise d'encouragement. À mesure qu'il descendait, l'eau devenait plus froide, mais il était résolu à atteindre son objectif. À travers les algues, il aperçut l'objet et s'en approcha. Après quelques minutes, la lumière émise par l'objet lui confirma qu'il allait enfin gagner leur jeu de chasse au trésor. Il plongea la main dans la boue et le sable et en sortit son précieux, un morceau de verre. Un simple morceau de verre sans valeur. Un soupir de déception s'échappa de ses lèvres alors qu'il se retournait pour flotter, déprimé. Mais lorsqu'il ouvrit de nouveau les yeux, il fut face à une vision qui allait le hanter toute sa vie. La gueule immense d'un grand requin blanc qui se rapprochait lentement de lui. Pris de panique, il se retourna, mais le requin était bien plus rapide. Ses mâchoires se refermèrent sur son épaule, éclatant son réservoir d'oxygène. Le respirateur s'échappa de sa bouche et son cri se perdit dans l'eau autour de lui. La douleur était insupportable, bien pire que tout ce qu'il avait ressenti auparavant. Il pensa à fuir, mais la douleur l'en empêchait. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était se débattre et tenter de repousser le requin. Alors qu'il commençait à perdre connaissance, il aperçut quelque chose qui surgit devant lui. C'était le visage déterminé de son père, qui avait vu ce qui se passait et fonçait à son secours. Marcin plongea sa main dans les branchies du requin pour le forcer à lâcher son fils, et heureusement, cela fonctionna. Connaissant l'urgence de la situation, Marcin saisit Max et commença à nager vers la surface avec toutes ses forces. Ses jambes brûlaient sous l'effort, mais rien n'avait plus d'importance que de s'assurer que son fils soit en sécurité. Il laissait derrière eux une traînée de sang,
tandis qu'ils remontaient. Après environ 1 minute, ils émergèrent à la surface et crièrent à l'aide, à la grande horreur des autres instructeurs qui, en expliquant l'équipement aux nouveaux plongeurs, étaient devenus livides. Ils appelèrent les autres à les aider et, dans un élan de panique mêlé de détermination, ils s'empressèrent, avec des gestes rapides et désordonnés, de hisser Max dans le bateau, le cœur battant à tout rompre. Marcin, ne perdant pas de temps, se précipita derrière lui, écarta les 2 hommes qui tentaient de l'aider et s'agenouilla à ses côtés. Max saignait abondamment et chaque seconde passée en lui ôtant un peu plus de force, Marcin ordonna aux instructeurs de mettre le moteur en marche et de les emmener rapidement vers la ville la plus proche. Ils agirent immédiatement et Marcin appuya sur les blessures de son fils tout en utilisant la trousse de premier secours du bateau pour tenter de le stabiliser. Enfin, ils atteignirent la rive, mais Marcin ne voulut pas attendre une ambulance. Il prit Max dans ses bras et se mit à courir vers la clinique la plus proche. Une fois Max admis à la clinique, Marcin s'assit dans la salle d'attente, les yeux rivés sur la porte. Finalement, un médecin sortit et lui annonça qu'il était arrivé juste à temps. Une perte de sang supplémentaire et Max n'aurait pas survécu. Marcin ressentit une immense gratitude et il resta auprès de son fils jusqu'à ce qu'il se sente suffisamment bien pour rentrer chez eux. Il demeura à ses côtés durant toute sa convalescence. Max se remit physiquement après quelques mois, mais l'épreuve avait laissé des cicatrices émotionnelles qui ne guériraient jamais. En conséquence, il abandonna définitivement la plongée sous-marine. Lui et son père se tournèrent alors vers une nouvelle passion, le vélo à travers la campagne. Bien que cette nouvelle activité ne puisse rivaliser avec leur amour de la mer, ils convinrent que leur sécurité passait avant tout et que Marcin ne forcerait pas Max à faire quelque chose qu'il ne voulait plus faire. Histoire 2. Tom Brook avait toujours été fasciné par l'océan. Durant son adolescence, il avait lu de nombreux livres sur la biologie marine et des sujets similaires. Malheureusement, sa formation supplémentaire sur le sujet était limitée, alors la prochaine meilleure chose pour lui était de se passionner pour le surf. Il passait souvent ses week-ends à attraper des vagues avec ses amis, passant des heures à surfer et à faire de la plongée avec tuba. Le 18 août 2012, Tom se rendit à la plage habituelle qu'il fréquentait avec ses amis pour s'amuser. Ils se retrouvèrent le matin, planifièrent de nager, de manger un morceau, puis de revenir au surf pour le reste de la journée. Lorsqu'ils entrèrent dans l'eau, Tom remarqua qu'il ne se sentait pas comme d'habitude. Il se sentait un peu fiévreux et désorienté, alors il décida de rester sur la plage un moment pour se reposer et se remettre. Ses amis acceptèrent, et après un petit bain de mer, ils l'accompagnèrent dans un restaurant voisin pour l'aider à se sentir mieux. Après quelques blagues amicales et un plat de pâtes, Tom retrouva ses forces et se sentit prêt à reprendre le surf dès que possible. Ils préparèrent leur planche de surf et pagaillèrent quelques centaines de mètres au large, attrapant des vagues comme les surfeurs en ont l'habitude, en attendant que la vague se forme. Tom observa ses amis qui étaient déjà en train de surfer et il les encouragea avec des sourires et des applaudissements. Il admirait leur agilité, leur équilibre parfait et la manière dont ils maîtrisaient les vagues avec une aisance presque artistique. L'eau calme s'épanouissait autour de lui, miroitant sous le soleil, créant une atmosphère apaisante. Tom profitait de ce moment pour apprécier la beauté de l'océan, tout en guettant avec impatience l'apparition de la prochaine vague, espérant qu'elle serait assez puissante pour lui permettre de réaliser une belle performance. Mais son excitation se transforma soudainement en terreur lorsqu'il aperçut un aileron dorsal se dresser hors de l'eau, suivi de près par la gueule gigantesque d'un requin taureau qui mordit dans sa jambe. Il cria de douleur et perdit son équilibre, ce qui le fit basculer dans l'eau où il fut projeté dans tous les sens par le requin. Les requins taureaux sont connus pour leur agressivité et leur persistance lorsqu'ils sont à l'affût de nourriture, et ce n'était que le début du calvaire pour Tom. Ses amis entendirent son cri et se précipitèrent à la nage pour lui venir en aide, mais ils étaient encore loin. Tom était toujours sous l'eau, les yeux brûlants à cause du sel, et le requin ne semblait pas vouloir lâcher prise. Il tenta de se débattre, de crever les yeux du requin, mais cela ne faisait qu'aggraver sa situation, le requin devenant encore plus furieux. À ce moment-là, l'un de ses amis arriva enfin et plongea la main sous l'eau pour saisir Tom. Ensemble, ils réussirent miraculeusement à placer Tom sur la planche de surf de son ami. Tous deux à genoux sur la planche, haletant, avec Tom gémissant de douleur. Sa jambe le brûlait de douleur et sa blessure saignait abondamment. Ses muscles étaient déchirés et ses tendons arrachés, mais Tom insista pour rejoindre la plage le plus vite possible. Il ne le dit pas à son ami, mais il commençait à perdre connaissance. Ils arrivèrent à la plage en quelques minutes où une foule de curieux se tenait là, intrigués par les cris.
Son ami l'aida à se tenir sur une seule jambe en criant à l'aide, demandant à ce que quelqu'un appelle une ambulance. L'autre ami de Tom s'élança et leur annonça qu'il avait déjà appelé les secours, ayant vu la scène depuis l'eau et avait nagé jusqu'à la plage pour prévenir les services d'urgence. Heureusement, l'ambulance arriva juste à temps. Les secouristes se précipitèrent hors de l'ambulance et commencèrent à évaluer la situation. L'un d'eux s'occupa immédiatement des blessures de Tom pour stopper l'hémorragie et le stabiliser. Cela ne prit que quelques minutes et au final, ils emmenèrent Tom dans l'ambulance accompagné de ses amis. En chemin, le paramédic leur dit qu'ils étaient courageux d'avoir agi ainsi et que, malgré la perte de sang, Tom s'en sortirait. Le paramédic amical lâcha même quelques blagues pour détendre l'atmosphère. À l'hôpital, les paramédics informèrent les garçons qu'ils allaient prendre en charge Tom et qu'ils pouvaient soit revenir plus tard pour le voir, soit attendre dans la salle d'attente. Ils choisirent d'attendre. Finalement, on leur annonça que Tom allait bien et qu'il serait libéré le lendemain. Ses amis l'aidèrent à rentrer chez lui, auprès de sa famille, et le soutinrent pendant sa période de récupération. Tom n'a jamais perdu son amour pour l'océan ni pour le surf, et il comprit que le requin avait agi par instinct. Il ne lui en tint pas rigueur. Plus tard, Tom décida de réorienter ses études vers la biologie marine, en faisant de ce domaine sa spécialité à l'université. Histoire 3. Le soleil se couchait doucement lors d'une chaude soirée de juillet 2015, alors que 6 adolescents se dirigeaient vers une baie isolée sur la côte est de la Floride. Les protagonistes de cette histoire, qui se retrouvaient bientôt plongés dans un tourbillon de sang et de dents, étaient Eric et Kenneth Lang, 2 frères ayant eu l'idée de partir en voyage à travers la Floride. Le groupe était composé de 4 garçons et 2 filles, tous dans la fin de l'adolescence. Cela faisait plusieurs semaines qu'ils planifiaient ce voyage, impatients de découvrir les plages moins fréquentées de l'État. Ils avaient entendu parler de cette magnifique baie sur Internet et étaient très excités à l'idée de la visiter. Cependant, ils avaient été mis en garde contre la fréquentation de cette zone à cause d'une récente augmentation des observations de requins, mais ils avaient choisi d'ignorer ces avertissements, convaincus que les alertes étaient exagérées et que la zone était sûre. Afin d'éviter de croiser des gens qui auraient pris les avertissements au sérieux, ils avaient décidé d'y aller aux premières heures du matin. Alors qu'ils s'enfonçaient dans les eaux encore froides de la baie, ils discutaient joyeusement et se moquaient des souvenirs de leur voyage jusqu'à présent. Bien que l'eau fût froide, elle était agréable et le groupe n'avait aucune inquiétude. Eric et Kenneth discutaient longuement des préoccupations de leurs parents concernant ce voyage, échangeant des rires pour alléger l'atmosphère quand soudain Eric poussa un cri de douleur et de surprise qui résonna dans la baie silencieuse. Son frère, alerté et paniqué, se retourna brusquement pour lui demander ce qui n'allait pas. Tremblant légèrement, Eric leva sa jambe hors de l'eau et la révéla tout abîmée, marquée de coupures et d'éraflures, comme si quelqu'un y avait frotté du papier de verre avec force et insistance. Ils étaient perplexes, ne comprenant pas ce qui avait pu causer cela, mais la douleur n'était pas insoutenable. Ils décidèrent alors de nager dans des eaux plus peu profondes et commencèrent à revenir en arrière. En nageant, Kenneth aperçut une forme sombre sous eux. Nervosité croissante, il dit à son frère de nager plus vite. À peine eurent-ils le temps de réagir qu'une nageoire dorsale gigantesque traversa l'eau et replongea avant qu'un coup violent ne frappe le ventre de Kenneth. Il se retrouva projeté en arrière, manquant de souffle et luttant pour respirer, ingérant par la même occasion de l'eau salée, ce qui le força à arrêter de nager. Eric se retourna et ressentit alors la douleur la plus intense de sa vie lorsque le requin-tigre qui les attaquait mordit sa jambe avec une force colossale. Il hurla, alertant les autres membres du groupe, mais personne ne savait comment réagir. Un des garçons se lança à la rescousse, mais il fut immédiatement tiré en arrière par un autre. Les filles s'éloignèrent en courant, cherchant de l'aide. Il a été révélé plus tard qu'elles avaient couru jusqu'à la ville pour appeler à l'aide, tandis que les 2 garçons restants observaient la scène en silence, paralysés. Eric se débattait désespérément dans l'eau, tentant de repousser le requin avec sa jambe libre, mais l'animal n'avait aucune intention de lâcher prise. Kenneth, poussé par un mélange d'adrénaline et d'instinct, se jeta dans l'eau pour tenter de déloger le requin de son frère. Mais ses tentatives échouèrent. Alors, il saisit la tête du requin et commença à lui donner des coups de genou dans le museau. Après quelques secondes, le requin relâcha enfin Eric. Le requin se tourna alors vers le groupe, ses mâchoires grandes ouvertes. Alex, l'un des garçons, tenta de nager plus loin, mais il fut rapidement attiré sous l'eau par le prédateur massif. Les autres adolescents poussèrent des cris de terreur en regardant la scène, horrifiés par les mouvements violents du requin. Les filles revinrent sur les lieux, accompagnées d'un pêcheur qui connaissait bien la zone et voulait aider les garçons du mieux qu'il pouvait en attendant l'ambulance.
Le pêcheur, qui était en train d'aiguiser des harpons lorsqu'il entendit les filles crier et pleurer, n'hésita pas une seconde. Armé d'un harpon, il se jeta dans l'eau et se dirigea vers les garçons en les appelant à nager vers lui. Ils commencèrent à nager vers lui, mais non sans difficulté. Eric pouvait sentir ses os se heurter les uns contre les autres à chaque coup de pied, tandis que Kenneth peinait à respirer, ayant avalé trop d'eau. Ils se rejoignirent au milieu du trajet, et le pêcheur saisit Eric avant de nager vers la plage avec lui. À ce moment-là, le requin revint et choisit Kenneth comme sa prochaine proie. Il le tira sous l'eau et le secoua violemment, le relâchant quelques instants plus tard. Kenneth parvint à remonter à la surface, mais le requin, toujours avide, mordit de nouveau dans sa cuisse, cette fois avec une violence accrue. Kenneth poussa un cri, mais tout l'air s'échappa de ses poumons, et il sentit sa conscience s'échapper rapidement. La dernière chose qu'il aperçut, avant de sombrer à nouveau, fut le flash du harpon du pêcheur qui passa à côté de sa tête et se ficha directement dans le museau du requin. Le pêcheur laissa Eric nager vers la plage tout seul pour venir en aide à Kenneth. Juste à temps, Kenneth sentit la douleur dans sa cuisse diminuer légèrement, accompagnée de la sensation d'eau courante lorsqu'il fut de nouveau tiré à la surface. Son esprit vacillait, mais la prise ferme du pêcheur le maintenait hors de l'eau et il parvint à inspirer profondément, l'air brûlant ses poumons affaiblis. Tous deux refirent surface, respirant profondément, et Kenneth, soulagé, aperçut Eric allongé sur le sable, tremblant de douleur, mais ne détournant pas les yeux du pêcheur qui plongeait encore, son regard plein de détermination et de courage, prêt à tout pour ramener son frère sain et sauf. Le bruit de l'ambulance se faisait entendre au loin, et tous savaient que tout dépendait de leur arrivée rapide. Finalement, après un effort héroïque, les deux garçons purent marcher, péniblement mais avec une détermination farouche, jusqu'à un endroit où ils pouvaient enfin se tenir debout, l'eau ruisselant encore de leurs corps épuisés. Kenneth, les jambes tremblantes et le souffle court, s'effondra immédiatement une fois qu'il eut posé les pieds sur le sol, incapable de faire un pas de plus. Le pêcheur, voyant son état, le souleva sans hésiter sur son épaule et le transporta avec précaution jusqu'à Eric, qui gisait lui aussi, épuisé. Lorsqu'enfin le bruit des sirènes perça le silence oppressant, un sentiment de soulagement envahit le petit groupe. L'ambulance arrive, et sans perdre une seconde, les secouristes prirent en charge les garçons. Les secouristes s'occupèrent de leurs blessures pendant le trajet. En quittant les lieux, le pêcheur gronda le reste du groupe pour ne pas avoir pris les avertissements au sérieux et pour leur imprudence. Il leur interdit de partir sans avoir contacté leurs parents pour les informer de la situation. Malgré leurs protestations, les jeunes comprirent qu'ils étaient en tort et cédèrent. Les parents d'Eric et Kenneth se précipitèrent vers la baie, mais le trajet prit plus d'1 heure. À l'hôpital, la mère des garçons exigea de voir ses enfants. On lui expliqua que si Eric s'en sortirait probablement sans séquelles, Kenneth avait subi des lésions cérébrales dues à la perte de sang et au manque d'oxygène. Il était stable, mais inconscient. Après quelques jours d'attente, les médecins annoncèrent que les deux garçons survivraient, bien que les fonctions motrices et la parole de Kenneth seraient irréversiblement altérées. Les garçons continuèrent leur vie du mieux qu'ils purent, et leurs parents ne leur en voulaient pas pour la décision imprudente d'avoir nagé dans cette baie. Ils étaient simplement heureux d'avoir avec eux leur fils vivant.